Merci de nous retrouver après ce documentaire sur les témoignages de ces surveillants de prison avec mes invités. Sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Paule Hérault. Vous êtes visiteuse de prison et vous êtes aussi la présidente de l'association socio-culturelle de la maison d'arrêt de Limoges. Également sur ce plateau, Elios Ruiz. Vous êtes ancien médecin de la prison de Limoges. Vous avez fait 30 ans dans cette prison. Merci à tous les deux. Je voudrais préciser que nous avions aussi invité quelqu'un de l'administration centrale pénitentiaire qui n'a pas souhaité venir. Et puis nous avions aussi invité un surveillant de prison qui devait être là et qui a décliné l'invitation au dernier moment. Nous le regrettons, mais c'est ainsi. Alors merci donc à tous les deux d'être sur ce plateau. Je vais commencer par vous, Marie-Paule Hérault. Vous êtes visiteuse de prison. C'est au fond le prolongement d'une activité que vous avez dans votre vie antérieure ? Ça fait 22 ans que vous faites ce métier. 22 ans que j'interviens à la maison d'arrêt de Limoges. Donc j'ai commencé par l'association éducative et sportive, donc pour l'animation d'un atelier d'activités manuelles au quartier femmes. Et c'est là que j'ai découvert la fonction de visiteur de prison, qui est une fonction bénévole auprès des personnes incarcérées. Ces personnes donc nous sont attribuées par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. C'est ça. Comment on fait acte de candidature ? C'est-à-dire que vous allez vous déposer une candidature à l'administration pénitentiaire. Voilà, pour être visiteur de prison, il faut un agrément de l'administration pénitentiaire. Donc c'est un courrier qui est fait à la direction ou au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Une enquête, en principe, au bout de 2 mois, nous devons avoir la réponse à cette demande d'agrément. C'est oui ou c'est non. En général, c'est bien plus long que 2 mois. Après avoir eu cet agrément, donc nous pouvons intervenir dans l'établissement que nous avons choisi. Nous pouvons même intervenir dans plusieurs établissements si nous souhaitons. Donc cet agrément est à renouveler tous les 2 ans. On refait une lettre de candidature, on renouvelle cet agrément. Les visiteurs interviennent auprès de toutes les personnes détenues, qu'elles soient prévenues ou condamnées, que ce soit des femmes, des mineurs, des majeurs, ce qui est le cas ici à la maison d'arrêt de Limoges, puisqu'il y a les 3 quartiers, mineurs, femmes et hommes. D'accord, on détaillera d'ailleurs ces quartiers tout à l'heure, puisque je pense qu'ils doivent avoir chacun ces quartiers, leurs spécificités. Elios Ruiz, vous êtes, je le redis, vous étiez médecin pendant 30 ans dans cette même maison d'arrêt de Limoges. Oui. Pour vous aussi, il y a une accréditation, vous devez passer sous les agréments de l'administration pénitentiaire. Tout à fait, parce que, en plus, à l'époque où j'ai commencé en 1976, la gestion de la santé en maison d'arrêt, en prison, était faite par le ministère de la Justice. Et en 1994, par une nouvelle loi, la gestion de la santé a été la responsabilité du ministère de la Santé, ce qui semblait logique, et en particulier des hôpitaux, des urgences en particulier. Ça a changé les choses, c'est de changer de ministère ? Oui, ça a changé énormément, puisque les rendez-vous en particulier, pour avoir des rendez-vous de spécialité, c'est plus facile quand on est dépendant de l'hôpital général et du CHU que quand on est obligé de passer par le ministère de la Justice. D'accord. Alors, vous avez choisi cette médecine entre ces murs, si j'ose dire. Oui. C'était un choix qui vous vient d'où, Elios ? Oui, moi j'ai choisi parce que j'ai toujours eu, compte tenu de mes origines, j'ai toujours été très sensible à la détresse et à la difficulté des gens, à la précarité. Et il m'a semblé logique de m'engager pour essayer d'apporter un petit peu d'humanité dans un lieu qui en manque singulièrement. On va essayer de voir. Alors, c'est un monde qui fascine, qui intrigue, qui fait peur. Bien sûr, ce monde carcéral, c'est un monde qu'on ne connaît pas. Avant d'essayer de voir un peu ce qui s'y passe, comment, au fond, un détenu vit à l'intérieur de ces murs, Marie-Paule Hérault, cette prison de Limoges, elle est comment ? Vous pouvez nous la décrire un peu ? C'est une grande prison, il y a beaucoup de cellules. Alors, c'est pas une grande prison, c'est une prison très ancienne, une des plus anciennes de France. Je crois qu'elle est de 1856. Donc, effectivement, des locaux très anciens, sauf le quartier mineur qui a été fait récemment et le quartier femmes aussi qui a été refait. Donc des cellules petites, beaucoup d'obscurité, pas de douche dans les cellules, ce qui n'existe plus actuellement lorsque les établissements sont créés, dans des conditions difficiles, aussi bien pour les personnes détenues, il faut dire, et pour le personnel aussi. Voilà. Beaucoup de surpopulation, je crois que nous aurons l'occasion d'en parler aussi. Parler, bien sûr. Surpopulation qui n'existe que dans les maisons d'arrêt, puisqu'un chef d'établissement ne peut pas dire non, ma prison est pleine, je n'accepte personne. Les magistrats incarcèrent,
On va peut-être s'arrêter entre maison d'arrêt et prison, la différence, on peut le préciser parce que... Prison, c'est le terme générique. Une maison d'arrêt, dans une maison d'arrêt, tout le monde arrive en maison d'arrêt. Après un jugement ou avant un jugement, tout le monde arrive en maison d'arrêt. Et là, il va rester ou elle va rester en maison d'arrêt le temps du jugement ou l'attente du transfert. Et elle restera aussi, cette personne, en maison d'arrêt si la condamnation est relativement courte. En théorie, jusqu'à 1 an, les personnes peuvent rester en maison d'arrêt. Ensuite, elles sont transférées dans un autre établissement pénitentiaire qui, lui, est celui qui est définitif, après la peine. Oui, un centre de détention. Centre de détention. Il y a des centres de détention spécifiques et il y en a un plus particulier qui est dévolu aux troubles psychiatriques, qui est spécifique de ces pathologies de décompensation psychiatrique. Donc là, c'est pas le même régime, on va en parler. Donc en attendant le jugement, ils sont dans ces centres de rétention. C'est de détention, pardon. Dans les maisons d'arrêt. Est-ce qu'il y a une différence entre quartier homme, quartier femme, et bien sûr les quartiers mineurs? La surpopulation, vous en parliez, c'est la même, c'est les mêmes conditions? La surpopulation à Limoges, essentiellement au quartier homme. Bon, en ce moment, il y a 10 cellules chez les femmes, elles sont 18-19, donc 1 ou 2 par cellule. Mais le quartier homme, il est assez, depuis quelques années, on trouve un matelas par terre dans quelques cellules. Donc ça, c'est vraiment une surpopulation qui n'est pas admissible, mais qui... Voilà. Oui, que faire d'accord. Oui. Donc la surpopulation, des conditions de vie extrêmement difficiles. Donc là, évidemment, on va parler du rôle du médecin que vous êtes et que vous avez été pendant 30 ans dans cette prison, puisque j'imagine que, évidemment, c'est très difficile, ces conditions. Au fond, cette promiscuité, le fait déjà de partager à plusieurs une cellule, c'est déjà des conditions psychologiques difficiles, docteur Ruiz. Oui, moi je me suis d'ailleurs posé la question au fil des années de savoir si je continuais à cautionner un système où je faisais vivre quelque part, sur le plan médical tout du moins, la maison d'arrêt. Et j'y ai répondu en me disant qu'apporter un peu d'humanité dans ces lieux d'enfermement, c'était déjà apporter du soulagement à cette souffrance que j'ai vue au fil des années. Vous étiez physiquement toute la journée dans la prison? Non, je suis médecin libéral et je l'ai faire donc 3 fois par semaine des vacations et plus s'il y avait besoin. 3 fois par semaine, d'accord. 3 fois par semaine, je faisais entre 2 et 3 heures. Et il y avait aussi, sur le plan médical, il y avait un psychiatre qui venait 1 fois par semaine et à la demande, en fonction des décompensations, des troubles psychiatriques graves. Oui. Vous aviez un cabinet, donc un bureau qui vous étiez alloué? Un cabinet en ville, un cabinet de groupe, et j'étais à la fois donc médecin à la maison d'arrêt et responsable de tout ce qu'il y avait au point de vue médical, avec l'aide d'une infirmière et d'une secrétaire en ce qui concernait le médical. Et il n'y avait pas d'autres... D'accord. Et les détenus devaient prendre rendez-vous, comme chez n'importe quel médecin, pour vous voir? Absolument. Oui, c'est ça. Absolument. Absolument. Et il y avait des rendez-vous qui étaient vraiment très, très nombreux. Très nombreux. Alors, on essaiera de voir quelles sont les pathologies récurrentes dans ce monde carcéral. J'imagine qu'il y a des choses qui sont récurrentes et qui reviennent. Alors, on essaie de voir un peu, de comprendre comment on peut vivre, au fond, quand on est détenu entre ces murs. Vous parliez de promiscuité, de conditions difficiles. Il y a aussi des activités proposées. Bien sûr, Elles sont. Alors, est-ce que justement, en attente de jugement, dans ces maisons d'arrêt, est-ce qu'il y a suffisamment d'activités proposées? Il y a des activités proposées. Ici à Limoges, nous sommes quand même tributaires des locaux. C'est une maison ancienne, on a très peu de salles d'activité et beaucoup de demandes. Donc il y a des listes d'attente pour s'inscrire aux activités. Les activités jouées au quartier femmes, elles ne peuvent pas être plus de 7 en même temps dans une activité. Donc c'est à tour de rôle, il peut y avoir des listes d'attente. Pour d'autres, pour des formations, pour l'enseignement, c'est limité, et aussi pour des questions de sécurité, pas uniquement de locaux. Mais essentiellement sur Limoges, je crois que c'est un manque de place aussi pour pouvoir proposer d'autres activités. Oui. Et ce sont des activités de quel ordre? Culturelles, sportives? Alors, il y a culturel, il y a sportif. Il se fait beaucoup de choses à la maison d'arrêt. Le service pénitentiaire d'insertion de probation, donc qui est pour faire facile, le service social
des établissements pénitentiaires est chargé d'organiser ces activités. Et bon, je crois que les personnes qui s'en occupent font vraiment le maximum. Et l'association donc, que je préside actuellement, socio-éducatif, est partenaire du SPIP pour organiser ces activités aussi, recevoir des subventions. Alors, activités sportives, il y a des terrains de jeu. Il y a un moniteur de sport qui est maintenant un surveillant, alors que nous l'avions eu un salarié il y a quelques années. Maintenant, c'est un surveillant de l'administration pénitentiaire qui est moniteur de sport. Donc, il y a du sport. Il y a des formations. Il y a une formation cuisine. Actuellement, il y a une formation informatique qui vient de se mettre en place. Il y a des personnes qui travaillent, on appelle ça les auxiliaires, qui travaillent au service général, c'est-à-dire un peu l'entretien des locaux, la préparation des repas, la distribution des repas, un peu le ménage, la buanderie. Mais tout ça, c'est 5, 6, 10 personnes. Et effectivement, on ne peut pas satisfaire, actuellement, s'ils sont peut-être 130, on ne peut pas satisfaire. Bon, tout le monde ne souhaite pas avoir une activité et travailler, mais il y a même une majorité qui veulent, ne serait-ce que pour sortir de la cellule, avoir quelque chose. Et à notre intérêt aussi, des formations ou certaines choses qui sont rémunérées aussi. Ah oui. Donc en prison, c'est très difficile de vivre si on n'a pas de l'argent qui vient de l'extérieur. Ouais. Docteur Ruiz, l'activité, et non, je pense que c'est essentiel aussi. Moi, j'étais sollicité au niveau des activités pour des possibilités d'accorder, de faire du sport, en particulier de la musculation et du football ou de la course à pied, mais qui était dans un espace très réduit. Mais c'est essentiel pour mieux vivre sa condition carcérale, l'activité à la fois physique ou intellectuelle. Et c'est là où il y a le problème, parce que tout le monde ne peut pas en bénéficier. Absolument. Pour moi, l'enfermement, c'est un maximum de temps vide. Il y a j'ai le souvenir d'avoir des détenus qui restaient enfermés pratiquement 20 heures sur 24. Par jour, ce qui fait quand même beaucoup. Et donc, il y a toutes les activités qui sont proposées sont bonnes pour faire des diversions, et en particulier pour essayer de limiter les somatisations qui sont provoquées par l'enfermement. C'est ça dont on va parler dans un instant. Alors, il y a évidemment ces activités à l'intérieur de la maison d'arrêt. Il y a vous qui... êtes l'extérieur, visiteur de prison. J'imagine que quand vous arrivez, vous amenez un peu de l'extérieur aussi dans cette prison. On amène un peu d'air frais, on amène d'autres sujets de conversation. Et ça, vous le ressentez, ça vous tout à fait. C'est très bien ressenti par les personnes que nous visitons. Oui. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'ils vous demandent ces détenus quand ils vous arrivez? Vous êtes visiteuse de prison. Alors, nous expliquons effectivement... Quels sont les sujets, au fond, de conversation? Notre sujet, donc ce que nous disons dès le début, c'est que nous sommes là pour échanger avec eux, pour les écouter. Un des principes que nous nous imposons, c'est de leur dire on ne rentre rien, on ne sort rien, parce que des personnes disent que voilà, un visiteur, il pourra me rentrer certaines choses ou me sortir du courrier. Donc ça, c'est un principe dès les premières visites. C'est ce que nous disons. Nous sommes là pour échanger, pour discuter. Deux choses que nous disons aussi dès le début, c'est la confidentialité. Donc on les met en confiance et ils peuvent, s'ils le souhaitent, parce qu'on ne connaît pas les raisons pour lesquelles ils ont été incarcérés. Ça, l'administration ne nous le dit pas. Donc si la personne souhaite nous en parler, très souvent elle a envie de nous en parler. C'est peut-être pas la première fois, mais ça viendra. Donc on les met en confiance en disant, si vous voulez nous en parler, vous pouvez. Sinon, on peut parler de la pluie du beau temps, de l'émission de la télé, d'un livre que vous avez lu. Voilà. Donc tous les sujets, aucun sujet n'est interdit et on chemine avec la personne en fonction de ce qu'elle a envie d'aborder comme sujet, de ce qu'elle est capable d'aborder, parce qu'on a des personnes aussi peut-être soit étrangères ou un peu limitées aussi dans l'expression. Donc à ce moment-là, c'est à nous à trouver des sujets de conversation beaucoup plus banals. Il y a un temps qui est imparti pour ces visites en prison? Ici à Limoges, ça dépend des établissements pénitentiaires. Ici à Limoges, c'est très facile pour les visiteurs, puisque nous y allons pratiquement quand nous voulons, sauf le samedi et le dimanche, et nous restons le temps que nous voulons aussi avec la personne. Alors que dans certains établissements, bien plus importants, il y a des horaires plus fixes, ou bien nous ne pouvons pas rester plus longtemps. Là encore, c'est comme pour la médecine, vous avez des rendez-vous, il faut prendre rendez-vous pour... Non, avec la personne, nous lui disons la semaine prochaine, on se revoit la semaine prochaine. Si on a un empêchement, on dit écoutez, on ne viendra pas la semaine prochaine. Mais non, au point de vue de l'administration pénitentiaire, nous ne prenons pas de rendez-vous. Non, mais c'est le détenu est obligé. Il vous sollicite, le détenu ou... La première fois, c'est le détenu qui sollicite auprès de son CEPIP, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, et c'est ce conseiller qui nous dit voilà, est-ce que vous pouvez rencontrer telle personne. Et vous avez, combien de détenus actuellement, j'en vois 4, et nous sommes 4 visiteurs qui avons entre
4 et 5 personnes détenues à visiter. Donc c'est pas énorme par rapport à l'ensemble de la population. Là encore, c'est parce que les besoins sont supérieurs mais qu'on ne peut pas y répondre, ou c'est parce qu'il n'y a pas de demande? Non, pas du tout. Ici, nous sommes en nombre suffisant en D'accord. visiteurs. C'est que les demandes ne sont pas plus importantes. Ouais. Docteur Huysse, l'extérieur qui rentre à la prison, j'imagine qu'on disait l'activité sportive, ça a du sens pour le détenu, évidemment, parce qu'il faut remplir ses vides. Les visites de l'extérieur, ça a aussi un sens pour l'équilibre du détenu. C'est, moi, un avis fondamental. C'est une des raisons pour lesquelles je suis allé dans ces lieux, apporter un petit peu d'humanité. Je pense que souvent, un regard, un geste respectueux, une parole, ça redonne un petit peu d'existence à ces gens qui sont en déficit de communication, d'abord avec eux-mêmes, avec les autres aussi, et qui malheureusement deviennent violents, ou par moments traduisent leur mal-être, leur souffrance par de la violence. Et je crois que ce qui est important, c'est d'essayer de rentrer en communication, d'essayer de les comprendre, et de comprendre pourquoi cette violence. Pourquoi ces gens-là, quand ils ne peuvent pas mettre des mots sur des situations de conflit, arrivent à un passage à l'acte, plutôt que de verbaliser, de comprendre et d'essayer d'être d'éviter la répétition des événements qui les ont conduits dans ces lieux. La violence, hein, au fond, c'est un vecteur, enfin c'est en tous les cas un problème qui revient souvent, hein, quand on parle des prisons, on parle aussi de la violence qui s'y exprime dans ces murs. J'imagine que vous-même, tous les deux, vous l'avez vu, vous l'avez vécu, cette violence. Et comment, en fait, on l'a. Alors, il y a bien sûr, et la médecine nous dira tout à l'heure, peut-être le médecin, comment on fait pour contrôler cette violence, sans doute, d'un point de vue peut-être chimique aussi. Mais vous, par exemple, vous arrivez à désamorcer des situations de violence en discutant? Oui, par l'écoute, tout à fait. Donc, jamais de violence vis-à-vis des visiteurs. J'ai jamais eu de cas où des visiteurs ont eu une agression, même verbale, hein, jamais. Mais c'est un peu aussi le défouloir, le fait de venir dans un parloir avec un visiteur. Ils vont oser peut-être nous dire qu'il a eu un souci avec son codétenu ou avec un surveillant, ou que la nourriture aujourd'hui, c'était vraiment pas bon. Ils vont nous le dire, ils vont savoir que nous, on va pas. On n'est pas là pour juger. Hein, c'est aussi une première chose que je l'ai dit. Nous, on n'est pas là pour juger. On les écoute, donc ils sont libres de nous dire ce qu'ils veulent. Et je pense qu'effectivement, à la fin d'un entretien, si la personne est arrivée un peu excitée, voire à rester debout, pas vouloir s'asseoir tout de suite, au fur et à mesure de la conversation, on va réussir à la calmer, elle aura pu s'exprimer, on montrera qu'on l'a comprise, sans forcément dire oui, c'est bien ce que vous avez fait ou pas, hein, mais dire qu'on l'a comprise. Et je crois qu'on est là aussi pour désamorcer certaines situations conflictuelles. Vous-même, vous êtes tenu par un devoir de réserve, sans doute, oui, sur les propos qui sont tenus. Ah, tout à fait, la confiance. Et je vous demande ça un peu à dessein, parce qu'au fond, si vous avez des confidences, parfois, puisque c'est des détenus qui sont en attente de jugement, est-ce qu'ils peuvent vous faire des confidences qu'ils ne feraient pas, par ailleurs, devant une cour d'assises ou devant un tribunal? Ça peut arriver, ça peut arriver. C'est arrivé Moi, personnellement, non, mais j'ai des visiteurs, oui, qui m'en ont parlé, puisque je fais des formations pour des visiteurs, et qui sont dans des situations très difficiles. Justement, que dire on a quand même un droit aussi de signaler certaines choses lorsque... Alors, soyons aussi très prudents, je crois que vous pouvez aussi témoigner, les personnes vont nous dire un peu ce qu'elles veulent, elles vont souvent enjoliver les choses ou minorer certains faits aussi, donc soyons aussi toujours prudents et essayons de croiser les informations lorsqu'ils nous donnent quelque chose qui nous tient, est-ce qu'on le signale ou pas. Donc ça c'est un peu en conscience ou en parler, voir avec la direction, avec un gradé, et voilà il m'a dit ça, est-ce que vous pensez que c'est à signaler? Je pense aussi deux choses que nous sommes obligés de signaler, c'est des risques suicidaires, ou si nous trouvons quelqu'un d'une visite à l'autre qui est mal, qui va nous dire ça va pas, j'en ai assez. Ça, nous avons le droit de le signaler, le devoir même de le signaler. Et la deuxième chose à signaler, c'est lorsqu'il nous fait part aussi de voilà, moi celui-là, je vais lui faire la peau. Bon, si le risque de tendre, voilà, violence ou envers lui, et voilà, c'est des situations que nous devons signaler. Alors, toujours en disant à la personne, est-ce que vous voulez que j'en parle? Ne pas le faire sans lui en parler, parce que quelquefois c'est uniquement, voilà, ils nous disent ça un peu pour nous provoquer, voir comment nous allons réagir. Mais si on estime que c'est sérieux, je crois qu'il vaut mieux le signaler plutôt que de passer à côté de quelque chose qui pourrait être plus grave. Cette déontologie, vous l'avez vous-même, docteur, oui, c'est à l'intérieur des murs. Donc j'imagine que là, c'est un peu comme Marie-Paul Hérault, où il y a sans doute des propos, des confidences qui vous sont faites, cette qualité de médecin. Vous êtes aussi vous-même tenu par un devoir au fond de réserve, mais en même temps un devoir sans doute aussi de
peut-être protéger. Oui, moi je suis rentré, quand je suis rentré à la maison d'arrêt de Limoges, les consultations se faisaient en présence d'un surveillant. J'ai exigé qu'il n'y ait pas de surveillant, que le surveillant soit à l'extérieur du cabinet médical. Et j'ai essayé de fonctionner en maison d'arrêt comme je le faisais en libéral en ville. Et c'est la règle, ça? Non, c'est pas la règle, mais moi je ne concevais pas, par respect du secret professionnel, qu'il y ait un tiers, même un surveillant, qui assiste à la consultation et aux confidences. Donc ça, c'est l'administration pénitentiaire qui vous a dit on est qui m'a autorisé à fonctionner de cette sorte. Et je dois dire que ce n'est pas parce que... Mais je n'avais pas envie qu'il y ait un témoin. À propos des surveillants, je trouve qu'ils ont un rôle fondamental, très difficile, qui est à mon avis méconnu et qui n'est pas suffisamment valorisé parce que ils aident énormément dans la relation dans la journée qui est très très longue, à recevoir des confidences, à essayer de recadrer des gens qui sont énervés, qui sont en phase de pré-crise ou de violence même. Et je trouve que je suis assez admiratif de leur travail. Oui, on aurait souhaité qu'ils soient là pour témoigner. On les accueillit avec plaisir. Malheureusement, bon, c'est pas le cas. Mais vous pouvez témoigner à leur place. C'est bien de le faire. Je vous rejoins tout à fait sur le travail remarquable des surveillants. Oui, qui n'est pas assez connu, sans doute pas assez valorisé et qui souffre d'un déficit d'image. Un manque aussi d'effectifs. Ils n'ont pas le temps, je crois que c'est dit dans le documentaire, pas le temps d'aller passer 10 minutes dans une cellule quand ils voient que quelqu'un a besoin de parler, est en situation un peu difficile, par manque de temps et manque d'effectifs. C'est un travail qu'il faut faire connaître et reconnaître. Le documentaire d'ailleurs que vous avez fait passer, je trouvais qu'il était très intelligent et que les propos tenus par les détenus, hommes ou femmes, qui se sont exprimés, sont absolument judicieux. Et j'ai trouvé que c'était des gens de grande qualité. Parce qu'il se crée un lien au fond entre le détenu absolument, mais ils sont pour une part et pour une grande part, ils sont eux aussi incarcérés. Moi, je sortais au bout de 2 heures, 2 heures et demie, je regagnais mon cabinet, j'étais dans la vie de tous les jours. Alors que eux, ils y passent la journée. Souvent, des fois des dimanches, des fois c'est quand ils sont de garde de nuit. C'est vraiment un métier très, très, très... C'est-à-dire qu'il y a des symptômes qu'on peut reconnaître à la fois chez les détenus et chez les surveillants de prison, des pathologies qui peuvent se ressembler? Puisque vous dites qu'ils sont tous un peu incarcérés. Oui, je ne sais pas, mais au niveau de... Si vous n'avez pas compris le sens de la violence et le sens de la peine, si vous n'êtes pas posé des questions sur ces deux éléments, que sont le sens de la peine et donc le sens de l'incarcération, donner du sens pour essayer de fonctionner dans des lieux d'enfermement, c'est pas facile. Et puis, essayer de comprendre la violence pour la désamorcer d'une façon... autre que l'autorité et la hiérarchie et une réponse qui entraîne en définitive de la violence. Oui, c'est ça, mais je veux dire que le fait de vivre à la fois quand on est détenu ou surveillant de prison, cet univers carcéral, est-ce que ça, au fond, ça crée les mêmes pathologies chez ces deux populations? Ça peut... Pas complètement, parce que les seules pathologies, le seul parallèle que je pourrais faire, c'est au niveau de l'anxiété qui peut, ou de la névrose d'angoisse qui peut s'installer quand il y a trop de questionnements auxquels on n'apporte pas des bonnes réponses. Des fois, qui se traduisent par des somatisations, par exemple, en prison, il faut quand même savoir que ce sont des gens qui sont souvent dans une grande précarité dans la population. Il y a une majorité, il y a plus de 40% des gens qui sont dans la précarité, à qui on fait faire des tests, par exemple, de lecture, et ils sont en échec devant ces... Ils n'arrivent pas à poser même des mots et à comprendre. Ça, il faut... c'est une situation que les surveillants ont à gérer au quotidien. Ça, c'est fondamental. Ouais. Alors, évidemment, vous avez dit le mot... Enfin, cette détresse, elle s'exprime évidemment par une détresse psychique avec des pathologies qui sont parfois lourdes. Docteur Ruiz, c'est là comment... Alors, il y a un psychiatre, hein. Il y a un psychiatre qui, effectivement, faisait aussi des consultations une fois par semaine. Peut-être maintenant... Mais tout le monde... au fond, tous les détenus sont affectés par cette détresse psychologique ou... Pas tous, non. Il y en a qui ont d'autres moyens... en somatisant, déjà, de toute façon...
il y a beaucoup de pathologies dermatologiques, par exemple, d'eczéma ou des choses de cette nature. Parce qu'il n'y a pas assez de mouvement, enfin ils sont trop enfermés, c'est ça le fait? Parce qu'il y a une cogitation qui devient... on n'arrive pas à poser des mots, les bons mots, et avoir une parole qui se pose sur une situation avec une analyse qui soit adaptée à ce qui est. Il faut savoir que les gens qui sont ici, ce sont des gens qui étaient déjà carencés, qui ont déjà subi des frustrations affectives dans l'enfance, et c'est pas par hasard qu'ils ont dérapé et qu'ils se sont trouvés là. Vous savez, ces 30 ans de maison d'arrêt, ça m'a appris que n'importe qui est capable de déraper et de venir en prison. Donc il faut cette espèce de souci public, social, c'est tout sécuritaire, qui est retranscrit dans le milieu judiciaire. Je ne crois pas que ce soit la bonne réponse à apporter à toute cette précarité socio-économique. Marie-Paul Hérault, vous disiez que j'ai précisé que vous étiez aussi présidente de l'association socio-culturelle de cette maison d'arrêt. Expliquez-nous un peu quel est le rôle de cette association et qui y travaille. Donc cette association, alors, il n'y a pas que des bénévoles. Donc c'est une association qui est partenaire de l'administration pénitentiaire et pour l'organisation des activités socio, culturelles et sportives. Demain, par exemple, il y a une sortie avec 4 personnes détenues, je crois, associées culturelles et sportives. Donc il y a la visite du Four des Cassots et une marche qui va se faire dans la ville. En extérieur, donc là on autorise les détenus à sortir. C'est exceptionnel, voilà, oui. Ces personnes donc, sont près de la libération, pourraient avoir une permission de sortir et donc eu l'autorisation du juge de sortir demain. C'est encadré avec SPIP, j'y vais en tant que présidente de l'association, le moniteur de sport, un infirmier psychiatrique, et voilà. Ouais. Donc ça se fait 3 ou 4 fois par an, ces sorties qui sont très appréciées avec un repas au restaurant et vraiment donc ces personnes pour une journée se retrouvent dans la société avec les autres. Oui. Ça c'est comme une préparation à la sortie, la réinsertion. On va y revenir sur la question de la réinsertion qui est importante. Là pour rester sur l'activité, parfois on voit même qu'il y a des gens de l'extérieur, des équipes qui viennent rentrer, enfin des sportifs ou d'autres d'ailleurs, qui viennent dans ce monde clos pour échanger, jouer, partager. C'est aussi le cas à la Maison de Limoges. Oui. Il y a des groupes de parole, il y a des auteurs qui vont venir présenter un livre, donc les personnes peuvent lire le livre et puis discuter ensuite avec l'auteur. Il y a du théâtre, il y a eu 1 ou 2 ateliers vidéo aussi dans l'établissement. Si, je crois qu'il y a une multiplication d'activités qui n'existait pas peut-être à votre époque, docteur. Maintenant, grâce au service pénitentiaire, où chaque CIP, en dehors de son travail, enfin en plus, on va dire, de son travail d'insertion et d'accompagnement des personnes détenues, a un rôle aussi dans ces activités. Ils ont chaque CIP, un peu un domaine d'activité hors leur métier fondamental. Non, vous avez raison de le signaler. À mon époque, c'est pas si vieux que ça, mais effectivement, les activités étaient moins nombreuses. Mais enfin, il y a toujours quand même le ratio qui a été donné par l'administration pénitentiaire, qui est quand même que les gens qui sont incarcérés, les détenus, à peu près à 48% n'ont pas de diplôme. Par exemple, que 27% sont en échec lors des preuves de lecture. Donc ça rajoute, c'est une double peine, ça rajoute à l'isolement, ça rajoute à la solitude, parce que quand on est dans ces lieux d'enfermement, ce qui m'a moi le plus marqué au départ, c'est d'abord cette solitude, cette promiscuité qu'il y a, l'insalubrité des lieux, il faut quand même le dire. Même si un lieu qui me semble propice à entrevoir une réinsertion à venir, ça serait d'avoir des activités physiques, d'avoir des activités culturelles, d'avoir des activités sportives, bien sûr, d'avoir des activités musicales, d'avoir des échanges, des entretiens, et d'avoir des couleurs autour de soi. C'est un milieu gris. On entend, quand on est dans une maison d'arrêt, le souvenir que j'en ai encore aujourd'hui, c'est les odeurs. Des odeurs qui sont particulières. Il y a que ces milieux d'enfermement que l'on retrouve quand j'allais faire des visites dans les cités périphériques de Limoges, où les odeurs se ressemblaient. C'est des horreurs, des horreurs, oui, le lapsus en plus, des odeurs particulières, d'urine presque, vieillie. Et ça, c'est difficile à changer. C'est aussi le bruit des clés dans les serrures. Et ça vous... Encore aujourd'hui, j'y pense énormément. Et je suis imprégné par ce souvenir.
J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ces temps et à apporter un peu d'humanité dans ces lieux d'enfermement. Et le plus grand souvenir que j'en ai, c'est quand je suis sorti, ils sont tous venus me voir en consultation. Et ils ont tapé dans les casseroles et avec tout ce qu'ils avaient de métallique dans les barreaux pour me dire au revoir et pour me dire merci. Ouais. Vous semblez beaucoup ému en oui, disant ça. Oui, ça m'émeut énormément. Ouais. Et oui, vous vouliez rajouter quelque chose. Un phénomène aussi, ce sont les étrangers, de plus en plus d'étrangers, oui. Donc difficulté pour l'expression, pas de famille, pas de contact avec l'extérieur, difficulté aussi à s'inscrire à certaines activités. Donc il y a toute une population étrangère qui est très difficile. Oui, c'est plus difficile encore. Alors il nous reste 7 minutes à peu près. Juste peut-être, il y a une distinction à faire. Vous parliez quartier hommes, quartier femmes, et puis les quartiers adolescents. C'est des choses, c'est différent quand les adolescents sont pris en charge d'une façon différente. Alors maintenant, les adolescents sont pris en charge essentiellement par la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse, avec des journées très chargées. Donc ce qui fait, ça leur plaît pas trop, parce qu'à l'extérieur, ce sont quand même des gens, ces jeunes, lorsqu'ils arrivent en prison, c'est vraiment que toutes les mesures ont été essayées, d'autres mesures, et bon, c'est vraiment la dernière case prison. Donc des jeunes qui n'ont pas l'habitude de se lever de bonne heure, qui vivent la nuit et qui dorment le jour. Donc difficulté à leur faire prendre un rythme un peu normal, on va dire, donc pour ces mineurs. À Limoges, c'est depuis quelques années, ça ne se fait pas dans tous les établissements pénitentiaires, mais beaucoup d'activités sont mixtes. Comme demain, la sortie, bon, je crois que cette fois-ci, il n'y a que des hommes, mais la sortie pourrait être mixte. Il peut y avoir mais à l'intérieur de la prison aussi, c'est des essentiellement activités les femmes qui vont, mixtes aussi. Plus de salles quartier hommes, des femmes qui vont pour faire des activités avec des hommes. L'enseignement aussi, ou pour passer des diplômes, peut se faire au quartier homme maintenant, alors qu'avant, c'était vraiment une séparation. Une femme ne devait jamais croiser un homme. Là, il y a des activités mixtes qui se mettent en place. Et ça, effectivement, c'est aussi pour la préparation à la sortie. À Levant, on voyait bien, on côtoie des hommes et des femmes. Pendant quelques mois, quelques années, on ne côtoie plus que des personnes du même sexe. Bon, je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas, effectivement, à côtoyer. En fait, peut-être qu'on peut au médecin, le fait de reproduire un peu à l'intérieur, ce qui se fait à l'extérieur dans une société. Les hommes et les femmes sont ensemble. Est-ce que ce n'est pas, au fond, ce qui est nécessaire aussi quand on est dans un milieu fermé ? Tout à fait, c'est même indispensable. Alors je pense qu'il y a dû y avoir des progrès, vous en avez parlé, mais je pense qu'ils sont indispensables par rapport, par exemple, à la vie familiale, où les visites devraient être plus nombreuses, par rapport aussi à un problème qui est tabou, c'est la sexualité en prison. Oui, le côté même sentimental aussi. Je pense qu'il est important d'avoir des lieux d'intimité par rapport à des familles, parce qu'il faut bien aussi savoir que le sens de la peine, il est multiple, et pour la famille, qui n'est pas dans les murs enfermés, ils sont aussi d'une certaine façon incarcérés. Et ça, on n'en a pas assez conscience. Et ce que j'ai aussi quand même retenu beaucoup, c'est, je prêche un peu dans le domaine médical sur un sujet particulier, la surmédicalisation et en particulier la surconsommation de médicaments pour pallier à ces excès, ces violences de l'enfermement. Vous donniez vous-même bien sûr qu'on ne m'a jamais forcé la main, mais j'étais effectivement tenté de tranquilliser tout en expliquant le pourquoi du comment, tenter de donner des médicaments pour essayer de tranquilliser les gens, de faire en sorte qu'ils aient des nuits à peu près correctes. Vous avez eu des grandes détresses, docteur oui. C'est peut-être aussi ces détresses qui étaient prêtes de passer à l'acte. Vous avez, j'imagine, été confronté à ce genre de situation ? Absolument. Absolument. Mais vous savez, donc ces médicaments, à l'époque, nous on appelait ça la fiole. C'était des gens qui, d'ailleurs, arrivaient par des subterfuges à accumuler des médicaments que l'on mettait dans la fiole pour éviter des tentatives de suicide. Et ces gens arrivaient quand même à stocker des médicaments dans la bouche, les recracher dans une bouteille en plastique et arriver quand même à faire des tentatives de suicide. Toujours. Ça doit exister toujours, parce que c'est comme les gens qui arrivent à se pendre à la hauteur d'un radiateur à 1 mètre du sol, ou à 1,50 m. Je l'ai vu malheureusement aussi. Et le problème qui me semblait aussi difficile, c'est par rapport aux jeunes, c'est les enfermements au quartier disciplinaire.
le quartier disciplinaire, où quand il y a 2 ou 3 cellules qui sont occupées de quartier disciplinaire, il y a des violences verbales entre les gens qui sont là. Et quand il y a un jeune en particulier, il y a une telle agressivité qui se manifeste qui peut entraîner des passages à l'acte suicidaire chez les jeunes. C'est pour ça qu'il faut vraiment séparer les jeunes des adultes. Il nous reste 2 minutes. Marie-Paul Hérault, vous faites ce métier, on peut dire comme ça, de visiteuse de prison depuis 22 ans. Oui. Et vous allez prolonger encore longtemps? Alors, on a un âge théorique limite qui est 75 ans, donc qui arrive pour moi, avec maintenant une possibilité... Vous ne les faites pas, Marie-Paul. Merci. Une possibilité de prolonger 1 an ou 2. Mais c'est quelque chose, ça fait 20 ans, vraiment aucune lassitude dans ce métier. Vous le dites, j'y vais toujours avec autant de plaisir. Je vois que je reçois beaucoup aussi des personnes. Elles sont très reconnaissantes. Quand elles sortent sans transférer, il y a un petit mot quelquefois qui peut arriver dans la boîte aux lettres de la maison d'arrêt ou au domicile, puisque nous sommes libres de donner une adresse ou pas. Bon, ça se fait très rarement, mais ça m'est arrivé aussi. Donc beaucoup de satisfaction. Et donc je fais partie d'une association nationale des visiteurs de prison et nous sommes à peu près 1500 en France. Ça vous manquera quand vous allez arrêter? Probablement, oui. Probablement, oui, parce que même si j'ai beaucoup vu de difficultés, de jeunes ou d'adultes en difficulté, je crois que ce milieu carcéral, on touche vraiment ce qui est le pire, des choses qu'on ne peut même pas imaginer, des personnes qui ont vécu des choses dans leur enfance et on se dit, nous, si nous avions vécu ça, qu'aurions-nous fait aussi? Docteur Ruiz, vous avez cessé votre activité en prison il y a à peu près combien de temps? Il y a une 12aine d'années. D'accord. Et vous vivez toujours avec cette vision? J'ai toujours cette vision-là. Et ça vous parlais tout à l'heure d'émotion, mais je pense que ça n'a jamais été très gratuit d'en parler comme ça, simplement. J'ai à croire que j'y ai trouvé un manque, puisque j'ai répondu positivement pour soigner les damnés de la terre, les gens que personne ne veut soigner, à l'équipe mobile psychiatrie précarité qui dépend du centre hospitalier d'Esquirol. Et j'ai fait ça pendant 7 ans en continuant ma carrière professionnelle de médecin libéral. Mais j'ai beaucoup appris et je pense que j'en garde un souvenir très ému parce que ce sont des gens qui m'ont énormément appris de l'humain en général. On va finir par cette belle brade. Vous voulez rajouter en 2 mots? Juste un mot, oui. Nous parlions tout à l'heure des surveillants, effectivement, un métier qui n'était pas reconnu, mais je crois que nous, intervenants à l'extérieur, salariés ou pas, merci c'est aussi pas très bien vu. Beaucoup à tous les deux. J'ai été personnellement touché par vos témoignages. Je suis sûr que nos téléspectateurs l'ont été aussi. Encore merci pour vos témoignages à tous les deux. Restez fidèles à Débat Doc. Merci.